Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, le ministre du Budget s'entretient avec les agents comptables des établissements publics. Toujours dans les actualités nationales, le renforcement des moyens de subsistance et des réductions de la vulnérabilité des communautés pastorales. Et enfin, pour les actualités internationales, le chef de l'ONU s'engage à trouver une solution pacifique sur la crise ukrainienne. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition. Nous commençons avec les actualités à la une de ce journal, où le Palais du Peuple a servi d'auditorium pour les agents comptables de la République. L'objectif de cet atelier, le sensibilisation parrainé par le ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roble, un atelier qui a lancé une réflexion sur le cadre de la déontologie et stratégique de l'action des agents comptables publics. Ces nouvelles directives initiées par le ministre du Budget, son Excellence M. Ousmane Ibrahim Roble, ont pour principal objectif d'accroître la performance de la gestion publique pour un meilleur service, mais aussi en vue de les sensibiliser sur leurs responsabilités, attributions et rôles, à savoir l'amélioration de l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice de tous et l'instauration d'une véritable transparence dans la gestion publique, en d'autres termes, se conformer à l'image fidèle d'une conception de l'éthique et au caractère obligatoire des régularités d'une part et de sincérité d'autre part. Et par là, atteindre une sagesse de l'action, tout cela dans une optique de renforcement de l'efficacité de la dépense publique, l'amélioration de la transparence budgétaire. Deux maîtres mots ont été au cœur de cette concertation, rigueur et assiduité. Cette journée de sensibilisation s'est inscrite dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance financière des établissements publics. En d'autres termes, une démarche qui s'étale dans la dynamique du gouvernement portant sur la modernisation de la comptabilité publique, une orientation résolue en vue d'instaurer plus de rigueur dans la gestion et la sauvegarde des deniers publics pour un nouvel élan, un nouvel état d'esprit. C'est lui qui traduit fidèlement la volonté du président de la République en matière de modernisation du système de gouvernance économique et financière. Cette rencontre a été rehaussée par, outre les comptables des institutions publiques, plusieurs ministres et hauts du panier de la fonction publique. Cette journée a débuté avec une lecture du Saint-Coran suivie des différentes présentations, axée en premier lieu sur le respect et suivi des recommandations de nouvelles directives en termes de réglementation, déontologie et gestion comptable de la part du directeur de la comptabilité publique, M. Ihab Nadim Saad. À présent, le ministre du Budget a rappelé que ces nouvelles directives vont accompagner l'évolution économique et ce, conformément à un nouvel esprit de la gouvernance. On écoute le ministre. Le comptable public est un maillon clé, un maillon fort dans le processus de mise en œuvre des politiques publiques puisque la qualité de sa performance conditionne 1. Le recouvrement des recettes, 2. Le contrôle de la dépense, ce qui impacte directement l'élaboration de la politique budgétaire et fiscale. Les grands principes fondamentaux, tels que la transparence, la reddition de comptes, le respect strict de la réglementation en vigueur et la rationalisation de la gestion des deniers publics ne seraient que de vagues déclarations et de vœux pieux sans l'incarnation de comptables publics. C'est dans cette optique que l'élaboration d'un cadre stratégique est devenue incontournable et surtout une nécessité impérieuse. La mise en place d'un ensemble de mesures en termes de politique budgétaire et fiscale garantissant un développement endogène basé sur le financement propre demeure un des piliers de notre politique nationale de développement menée sous la houlette de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Cette journée, loin de constituer une action isolée, s'inscrit dans un cadre plus global touchant l'ensemble des services du ministère du Budget afin de permettre à ceux-ci d'être au diapason
avec la vision du chef de l'État. La meilleure action politique susceptible de garantir la réussite des résultats et objectifs poursuivis est la politique la mieux partagée grâce à une forte adhésion des acteurs impliqués. Il s'agit d'adopter une approche plus inclusive dans les relations de travail avec l'ordonnateur. C'est très important. Loin des relations conflictuelles ou de l'esprit travail en silo, travail en élotique, marqué par un fort cloisonnement, le comptable doit aussi jouer un rôle de conseil dans les différents domaines de la gestion des entreprises. Les deux notions clés, à mon avis, à mon humble avis, englobent l'ensemble des questions et défis que nous occuperons au cours de cette journée. Et ces deux notions clés sont la déontologie et l'efficience. La déontologie fait référence à l'ensemble des principes qui guident nos obligations professionnelles, qu'il s'agisse d'une charte, d'un code. Il nous est apparu incontournable de rappeler un certain nombre de principes, des règles éthiques auxquelles il faudra absolument s'y conformer. À ce titre, je vous exhorte à respecter tous vos devoirs et toutes vos obligations. Mesdames et messieurs, on a ici, dans ce plateau direct du journal de cette édition, le directeur de la comptabilité publique, M. Ihab Nedim Saad. Monsieur Ihab, merci d'abord d'accepter notre invitation. Donc, c'est un travail de longue haleine qui vient d'être accompli. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, avant même d'entamer la réunion d'aujourd'hui, que dans le cadre de nos travaux, le ministre du Budget a saisi l'ensemble de son département du budget afin de leur demander de se conformer à un état d'esprit, celui de la bonne gouvernance dans l'ensemble de leurs actes de gestion. Pour revenir à la journée d'aujourd'hui, cette journée d'aujourd'hui a été une initiative du ministre du Budget afin de réunir l'ensemble des acteurs de la comptabilité publique afin de leur présenter une charte qu'on a appelée une charte de déontologie et des compétences professionnelles. Cette charte de déontologie et de compétences professionnelles est avant tout une convention sociale, une forme de contrat moral entre le ministère du Budget et l'ensemble des comptables publics accrédités au sein des établissements et entreprises publiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette charte est issue d'une volonté politique, avant tout, de pouvoir inscrire plus ou moins le devoir de rappel des obligations à l'ensemble des comptables publics. Pour vous exposer un peu la charte, je peux vous dire qu'elle vise 3 objectifs fondamentaux et qui est prévu en son sein. Dans un premier volet, il y a un cadre qu'on appelle institutionnel, dans lequel nous rappelons le contexte institutionnel qui régit la fonction de comptable public, ainsi que les obligations juridiques, les devoirs et les obligations des comptables publics dans l'exercice même de leurs fonctions. Ensuite, nous avons un cadre déontologique qui, lui, se rapporte à l'éthique morale. Cette déontologie est représentée par l'affiliation ou le ralliement de l'ensemble des comptables publics aux valeurs morales qui régissent le service public. Et enfin, le cadre stratégique. Le cadre stratégique qui consiste plus ou moins et qui s'appuie sur l'appréciation des qualités professionnelles des comptables publics. Dans ce volet-là, nous avons demandé une adhésion aux agents comptables, et c'est tout le sens du message du ministre, de se conformer à un état d'esprit et d'avoir un réflexe nouveau, de ne plus regarder la comptabilité comme une simple logique d'enregistrement comptable, mais bien comme un instrument ou un levier permettant d'atteindre la performance. Et pour cela, tout au long de cette réunion, il y a eu un rappel sur l'ensemble de leurs devoirs et droits, et surtout, le message qui a été envoyé, c'est qu'en leur disant que, mesdames et messieurs, vous représentez avant tout des vecteurs d'accomplissement d'une volonté politique du président de la République, et que les établissements publics et entreprises publiques auxquelles vous êtes accrédités sont avant tout des vitrines à travers lesquelles l'opinion publique
peut fustiger ou applaudir le service public. Et pour cela, nous devons être irréprochables dans nos actes de gestion. Donc en résumé, cher Tarek, pour reprendre un peu les maîtres mots de ce matin du ministre du Budget, je peux les résumer ainsi: excellence, transparence, efficience. Excellence dans la production d'une information financière fiable et exhaustive. Vous savez, il ne faut pas s'interdire l'idée d'aller chercher l'exceptionnel. Transparence, parce que le critère de la transparence est désormais le seul moyen aujourd'hui pour remplir leur obligation de rendre des comptes. Et enfin, l'efficience, parce que, comme l'a dit le ministre du Budget, c'est l'essence même du métier du comptable, afin, pour une quête générale et l'objectif final de tous les efforts du ministère du Budget dans la rationalisation des dépenses publiques et l'optimisation de nos recettes. Merci encore, Monsieur Nedim, pour nous détailler et énumérer les objectifs sur cette journée, dans cette Merci journée, à vous, la réflexion sur le cadre déontologique et stratégique de l'action des agents comptables publics. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Nedim. Poursuivons avec les actualités nationales. Dernière activité, clôturant la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, le Forum national de la culture qui a débuté hier a restitué les synthèses de ses travaux ce matin en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, avec l'ensemble des acteurs de la culture ayant pris part aux 8 ateliers. Les paroles ont été données en premier aux différents présidents des commissions qui se sont exprimés sur la qualité des échanges et débats, aboutissant à des recommandations sectorielles et intersectorielles qui nourriront le plan d'action triennal du MJC. On écoute à présent les dires du conseiller technique coordinateur du forum, M. Omar Guedi. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Mme Hibo Moumin Assowe, pour avoir pris l'initiative d'organiser le Forum national de la culture et les bonnes conditions d'organisation matérielle mises à notre disposition durant ces 2 jours. Et une motion de félicitations. Nous, participants du Forum national de la culture réuni du 20 au 21 février 2022 au Palais du Peuple, considérant les bonnes dispositions entreprises par la coordination du Forum, considérant la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la culture, considérant les résultats atteints du Forum national de la culture, félicitons le coordinateur de la Semaine nationale, le coordinateur du Forum national de la culture et toute son équipe pour l'excellent travail de préparation, de coordination, de supervision entrepris durant 2 mois pour la tenue de ce forum. Tous les bénévoles du Centre de développement communautaire, notamment les hôtesses, qui ont pris part brillamment dans l'organisation du forum. Voilà les 3 projets de recommandations que nous avons adoptés. Je vous remercie. La ministre, quant à elle, n'a pas manqué de remercier et féliciter l'ensemble des participants du forum qui ont donné de leur temps, de leur expérience, de leur expertise pour contribuer au programme d'ajustement à des fins de cohérence, d'efficience et pertinence des actions à entreprendre dans le cadre de développement culturel. On écoute la ministre. La priorité sera donnée aux femmes et aux jeunes pour faciliter l'accès à l'outil informatique et l'accès à Internet. Les formations, très importantes. Beaucoup de nos artistes viennent nous demander à ce qu'on les accompagne pour mettre en place des pages YouTube pour pouvoir eux-mêmes participer et vendre. Bon, aujourd'hui, vous savez que vendre grâce au numérique, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on s'appuiera peut-être sur la cinématographie, à qui on a demandé de réaliser certains clips rapidement. Le travail de documentaire, de film. Et pourquoi nous choisissons le cinéma? Certes, ça demande beaucoup d'argent,
beaucoup de budget, mais ça permet d'être un moyen de transmission qui est très apprécié par nos jeunes, qui sont tous connectés et les yeux sur l'écran. Vous voyez, c'est un moyen beaucoup plus facile pour pouvoir transmettre ce qu'on veut transmettre, justement. Les valeurs, l'héritage, nos identités et ce que nous chérissons, ce que nous chérissons comme valeurs et qui témoignent aussi de notre ancrage dans une région qui a aussi et dans une culture. Donc c'est pour ça qu'on y accorde de l'importance, parce que le jeune y accorde beaucoup d'importance. Donc il y a beaucoup de projets, beaucoup de programmes, et je tiens vraiment à vous affirmer et à vous rassurer là-dessus. Notre plan d'action est très attendu, mais je reviendrai sur ce que disait Hassan Maki, les acteurs c'est nous, c'est nous tous, et ensemble on y réussira et on y arrivera, parce que c'est bien de mettre en place un projet, mais si on ne trouve pas les gens qui vont piloter ces projets, qui ne vont pas s'arrêter à la première difficulté, c'est important de le dire, les difficultés ça forge, et ça forme, et ça permet justement de chercher des solutions sur comment arriver au but qu'on s'est fixé. Le but qu'on se fixe, c'est quoi? C'est une Djibouti rayonnante, culturellement et artistiquement, et on y arrivera. Je vous emmène au nord à présent, à Obok, où dans le cadre du projet de résilience à la sécheresse et du développement des moyens de subsistance durable des pays de la Corne de l'Afrique, financé par la Banque africaine du développement, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage, mais également des ressources halieutiques, en présence du préfet d'Obok, du président du conseil régional et des députés de la région, du directeur de l'entreprise MHA, des ingénieurs du bureau de surveillance BEMO et de nombreuses personnalités s'est rendu à Obok dans la matinée du 25 février 2022 qui marque la fin des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures d'élevage. Ces travaux de construction et réhabilitation des infrastructures d'élevage ont pour objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et le renforcement de l'intégration économique et institutionnelle. Financé par la Banque africaine du développement et le gouvernement djiboutien à une hauteur de 37,9 millions de francs Djibouti pour la région d'Obok. Les investissements couvrent les besoins en infrastructures d'élevage. Les travaux réalisés par l'entreprise MHA se présentent comme suit: la réhabilitation d'un aire d'abattage, la construction d'un marché à bétail avec dépendance, la construction d'un parc de vaccination et de déparasitage et la réhabilitation du poste vétérinaire Médého. C'est toujours au nord, à Obok, que la délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques s'est rendue à Korangar pour la cérémonie du fin de construction dans le cadre du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales en République de Djibouti. La cérémonie a vu la présence du préfet d'Obok, du président du conseil régional, les députés de la région, du directeur de l'entreprise MHA, les chefs de village de Korangar et de nombreuses personnalités, mais également de la société civile. Ces travaux de construction ont pour objectif le renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité de la communauté pastorale en République de Djibouti, tels que la réhabilitation et extension de l'école fondamentale de Korangar et du centre de santé du Korangar. حي كفتن تسرق ورفته
On écoute les propos du préfet de la région d'Obok à cette occasion. Il me choisit d'assister à la cérémonie d'inauguration de la pêcherie, des visites des autres réalisations dans le domaine de l'éducation, de la santé, en présence du ministre de l'Agriculture. Ce projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales répond parfaitement en partie aux priorités de la population du secteur de Korangar et aussi en adéquation avec la politique du gouvernement, en particulier celle du ministère de l'Agriculture. Ce projet connu sous l'appellation de Dryland a énormément contribué à l'amélioration des conditions de vie de cette population. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de solliciter le concours et l'implication de la population afin qu'il veille à la préservation de ces infrastructures et équipements, mais aussi de faciliter la gérance des personnes en charge ou désignées par les ministères respectifs. Il est à rappeler que le secteur de la pêche présente un atout majeur de la population de la sous-préfecture de Korangar. Je suis certain qu'à compter de ce jour, elle en tirera profit. Certes, il reste certaines réalisations à finaliser ou à planifier. Sur ce point, je suis convaincu, de par son engagement, le ministre de l'Agriculture saura agir en conséquence. Je ne vais pas terminer mon allocution, mon intervention, sans remercier la population locale et les organisateurs pour nous avoir organisé cette belle journée. Et même le ciel est clément, c'est une bénédiction, Inch'Allah. Et la venue du ministre montre des signes positifs. Le ministre de l'Agriculture a quant à lui indiqué que le projet réalisé est une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'avenir de la population d'Obok qui bénéficieront désormais de ces infrastructures construites. On écoute le ministre de la Culture. Cérémonie d'inauguration d'importantes infrastructures socio-économiques réalisées dans le cadre du projet Dryland. D'une manière générale, au niveau de Korangar, le financement de la Banque islamique est de 3,5 millions de dollars qui ont été exécutés dans le cadre de multiples projets, éducation, santé, aviculture, agriculture. Et je vais annoncer le grand projet de pêcherie de Korangar. Il y a un an de cela, Son Excellence le Président de la République nous a demandé de satisfaire la demande en eau de Korangar, de satisfaire la demande en infrastructure de pêche de Korangar, de satisfaire les activités génératrices de revenus que demande cette population. Avec l'eau de Bissiduru, une eau de très bonne qualité, aujourd'hui Korangar peut se passer de dessalement de l'eau de mer qui avait de longues difficultés, de panne et ainsi de suite. Vous avez une eau de qualité de 0,6 grammes par litre, norme OMS. Vous avez à votre côté à flot, que vous avez une chambre froide, que vous avez une fabrique de glace et le tout sera équipé de solaire. Après les discours officiels, la délégation conduite par le ministre a inauguré et visité les nouveaux sites construits. Cette visite du ministre de l'Agriculture s'inscrit dans le cadre d'une mission d'inspection des projets d'envergure et structurantes réalisés dans la région d'Obok. Parmi ces projets phares figure la pêcherie d'Obok, composée d'un espace de traitement de poissons frais, de 2 chambres froides positives de 84 mètres cubes destinées pour la conservation des poissons frais en attente de transfert à Djibouti, une fabrique à glace de capacité de production de 5 kg par jour d'un quai d'accostage pour les navires de pêche afin de débarquer dans les meilleures conditions
Parmi les projets figure également la réhabilitation de l'école de Korangar qui dispose de 4 nouvelles salles de classe, d'une nouvelle salle multimédia et d'un nouveau bureau pour les enseignants et directeurs. À présent, on écoute les dires du secrétaire général du ministère de la Culture. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans la région d'Obok pour visiter des activités qui relèvent du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de l'eau et de la pêche et des ressources halieutiques. Effectivement, comme le ministre de l'Agriculture a conduit une forte délégation qui a été accueillie vivement par le préfet de la région d'Obok et le président du conseil régional, nous avons commencé ce matin par visiter à l'entrée de la ville d'Obok l'aire d'abattage et le centre de parassitage et le parc à bétail qui a été construit dans le cadre du projet Résilience financé par la BAD. Ensuite, nous avons visité l'aire d'abattage d'Obokville qui a été complètement réhabilité aussi dans le cadre du projet Résilience de la BAD. Et enfin, à Obokville toujours, nous avons visité les locaux de la nouvelle pêcherie d'Obok qui comprend des infrastructures de pêche, notamment des machines à glace, des chambres froides, des groupes électrogènes, des salles d'accueil pour les pêcheurs et tout ça. Donc tout ça financé dans le cadre du projet PRAREF, qui a été financé par le FIDA. Après, la délégation s'est rendue dans le village de Korangar. Là, c'était l'événement jour des activités du ministère de l'Agriculture. En effet, le village de Korangar fait partie de 2 villages qui ont été choisis dans le cadre du projet millénaire des Drylands financé par la Banque islamique de développement. Donc c'est un projet plus ou moins intégré qui comprend un volet éducation, un volet santé et un volet effectivement élevage et pêche et tout ça. Donc nous avons pu inaugurer les activités et les réhabilitations de l'école fondamentale de Korangar. Nous avons visité et inspecté aussi les locaux du centre de santé qui est complètement équipé. Et enfin, nous avons visité les locaux de la pêcherie de Korangar qui est vraiment, je vous le dis sincèrement, et n'a rien à envier au port de pêche de Djibouti, qui est complètement équipé d'une machine à glace, d'une chambre froide, des chambres de repos pour les pêcheurs, d'un quai de débarcadère. Tout ça pour essayer de donner une impulsion au développement de la pêche dans le secteur d'Obok. Donc, comme vous le savez, les pêcheurs d'Obok étaient un peu pénalisés dans la mesure où le centre commercial s'est trouvé à Djibouti et le centre de production ici. Donc, à partir de maintenant, on a donné la gestion ça à un opérateur privé. Et c'est cet opérateur privé qui va acheter toute la production des pêcheurs et qui va les acheminer directement à Obok ou à Djibouti-Ville. Sous la houlette du ministre de l'Intérieur, le préfet d'Ali Sabié, M. Boussa Aden Migane, a parrainé la célébration du 44e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés qui s'est déroulé hier au village des réfugiés d'Ali Adé. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, avait invité le corps diplomatique et les officiels des organisations internationales partenaires qui interviennent dans le domaine humanitaire. Et comme toujours, la fête d'anniversaire de l'ONARS a été une belle occasion pour se trouver et célébrer la culture d'accueil et d'hospitalité de notre pays. Les réfugiés du village de Ali Adé, mais aussi les populations locales, les autorités publiques, les agences onusiennes ainsi que les organisations humanitaires internationales ont fêté cette date d'anniversaire où le pays commémore son engagement humanitaire. À commencer par les réfugiés somaliens, puis les Éthiopiens et les Érythréens, et enfin les Yéménites qui ont tous rendu
hommage au gouvernement qui, à travers l'ONARS, offre les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge dans les villages de réfugiés. Le haut cadre du ministère des Affaires sociales et des Solidarités a ouvert le bal des hommages officiels à l'ONARS, puis ce sont successivement le chef du bureau du HCR Ali Adé, la représentante du PAM, l'ambassadeur délégué de l'Union européenne au cadre de la Banque mondiale et le commandant du contingent militaire italien à Djibouti, et enfin la première conseillère de l'ambassade des États-Unis qui ont couvert d'éloges le bras humanitaire de l'État. Les officiels ont mis l'accent sur les actions de l'ONARS visant à assurer la pitance, mais aussi l'éducation, la santé et l'apprentissage des métiers d'avenir aux enfants et à la jeunesse qui vivent dans les villages de réfugiés. On écoute un extrait. Je voudrais tout d'abord ici rendre un hommage mérité à l'ONARS qui, depuis 44 ans, ne cesse d'apporter de l'aide aux hommes, aux femmes et aux enfants qui ont pu obtenir l'asile sur le sol djiboutien après avoir quitté leur maison, leur territoire, leurs biens pour chercher la paix et la sécurité auprès du peuple frère de Djibouti. Djibouti est parmi les premiers pays d'accueil des réfugiés par habitant dans le monde. Les États-Unis reconnaissaient les efforts de l'ONARS dans l'accueil et la prise en charge des réfugiés. Plus de 30 000 réfugiés à Djibouti peuvent accéder au système national d'éducation et de santé. Les réfugiés peuvent vivre, travailler et étudier à Djibouti, ce qui leur facilite la vie. L'ambassade des États-Unis est fière de travailler avec l'ONARS et HCR pour assurer que chaque réfugié à Djibouti est pris en charge. Le secrétaire exécutif s'est dit heureux de poursuivre et renforcer la coopération déjà étroite avec le gouvernement et l'ONARS pour améliorer les conditions d'accueil des réfugiés à Djibouti. Ici, dans la région d'Ali Chebié, le plus ancien site où nous avons accueilli les premiers réfugiés, l'année même où notre agence a été fondée sur la base d'une vision et d'un engagement humanitaire de nos leaders éclairés et conformément aux principes cardinaux de fraternité, de solidarité qui font notre fierté. Au cœur de ce village s'est nouée une formidable histoire d'humanité et d'hospitalité à un moment critique où la guerre et ses atrocités ont jeté à nos frontières des femmes, des enfants totalement démunis en proie de la déshérence. Le gouvernement n'a pas tardé à prendre action en transformant immédiatement cet élan de générosité populaire à une institution dédiée à l'accueil et à la prise en charge des réfugiés. Un jour béni de février 1978, l'ONARS, dont nous fêtons la date anniversaire. Aussi, chaque année et à la même date, nous nous retrouvons dans la joie et la fraternité pour revivre ensemble ce moment historique et nous avons érigé nos générosités et notre hospitalité en une véritable institution. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons passé un cap dans l'accueil et la prise en charge des réfugiés. À l'heure où il est question d'inclusion des réfugiés, notre pays est un modèle phare dans la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du CRRF et du Pacte mondial en faveur des réfugiés. Depuis lors, notre pays a ouvert ses hôpitaux, ses écoles et même son marché du travail aux réfugiés. 44e anniversaire est pour l'occasion de rendre hommage à chaque membre des staffs de l'ONARS, ces hommes et ces femmes qui s'est dévoués corps et âme pour rendre un travail particulièrement exaltant au service des plus faibles et des plus fragiles d'entre nous. Si notre pays s'est imposé comme un phare dans l'engagement et l'action humanitaire, c'est avant tout grâce à la détermination du président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Haji Ismail Omar Guelleh, premier défenseur de la cause des plus faibles,
et des plus déshérités. On écoute, on visionne à présent un extrait de l'intervention du préfet de la région d'Ali Sabié, M. Moussa Aden Bigane. Au nom du ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, il me plaît de parrainer aujourd'hui cette célébration du 44e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés. C'est tout un pan donc, de l'histoire récente de notre pays que nous revivons lorsqu'en 1978, les autorités nationales ont décidé de fonder l'ONARS et de donner corps à la solidarité et à la générosité djiboutienne. Le peuple djiboutien de la République ne compte pas seulement 44 années d'engagement et d'action humanitaire. C'est dans l'ADN de tout Djiboutien de se porter au secours des plus faibles et des plus démunis. Ali Adé est un village qui est chargé d'histoire quand il s'agit d'accueil des réfugiés. C'est ici, à Ali Adé, que les premiers flots de civils fuyant les affrontements de l'Ogaden sont arrivés. C'est ici encore que les autorités et les populations ont organisé un pont humanitaire. Et c'est ici encore que l'idée d'institutionnaliser cet élan de générosité est née. En fait, c'est ici à Al-Adé que naît l'idée même de l'ONARS. L'ONARS a toujours été au four et au moulin pour soulager la peine et les douleurs de nos frères et sœurs jetés hors de leur foyer par les guerres et les catastrophes. C'est dans un dévouement total et une générosité sans limite que les hommes et les femmes de l'ONARS servent et soulagent les réfugiés vivant sous nos cieux. Cet engagement porte l'empreinte de tous les responsables qui se sont succédés à la tête de cette belle institution depuis 44 ans. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour rendre hommage à tous ces hommes et femmes et féliciter en particulier M. Hussein Hassan Rar qui a réussi à faire passer un cap majeur et essentiel à l'accueil et à la prise en charge des réfugiés dans notre pays. Tout le mérite revient bien sûr au président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a pris l'engagement de rejoindre le CRRF et le pacte mondial en faveur des réfugiés et a pris les bonnes décisions pour que notre pays soit cité en exemple partout dans les instances internationales en matière de prise en charge des réfugiés et des sinistrés. Autre actualité nationale, la BCIMR a été à la rencontre des commerçants de la région de Tadjoura pour leur présenter les opportunités et les avantages qu'offre la BCIMR. Le directeur général de la BCIMR, M. Régis Bariac, a profité de cette occasion pour annoncer officiellement de la rénovation complète de l'agence historique située dans la ville blanche. Il a souligné que les travaux débuteront d'ici 3 mois. À cet atelier participaient le préfet Hassan Dabeli, le président du conseil régional M. Omar Hussein et aussi le directeur de la banque BCI. Cette journée a également été l'occasion de parler en avant-première de l'offre d'inclusion bancaire pour les salariés modestes. Les commerçants ont pu faire part de leurs attentes et de leur volonté de faire prospérer leur commerce aux côtés de la première banque djiboutienne. Dans le domaine de la boutique. Les commerçants peuvent aussi intervenir dans tout ce qui est développement social de la région, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche et l'élevage, qui aussi rapportent comme les boutiques. Donc c'est pour ça que j'encourage les commerçants ici présents de ne pas surtout se pencher uniquement sur les denrées alimentaires, mais aussi voir dans l'agriculture et dans l'élevage ce qu'il peut faire. Que la BCI est une des premières banques de la République de Djibouti qui aujourd'hui est là pour vous expliquer, vous présenter leur offre et travailler avec vous. C'est une première et je remercie le directeur ici présent. Et l'objectif est de trouver un terrain d'entente pour le développement économique de la région.
Et sur ce, je vous dis bon atelier. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a juré que l'instance mondiale ne renonce jamais à trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne. Nous devons nous rassembler, relever ce défi ensemble pour la paix, pour sauver le peuple ukrainien et d'autres du fléau de la guerre, a déclaré le chef de l'ONU aux journalistes au siège de l'organisation à New York. Il est grand temps de revenir sur la voie du dialogue et des négociations, a-t-il affirmé, ajoutant qu'il est pleinement engagé dans tous les efforts visant à résoudre cette crise sans nouvelle effusion de sang. Le chef de l'ONU s'est dit profondément troublé par les dernières évolutions concernant l'Ukraine, notamment les rapports faisant état d'une augmentation de violation du cessez-le-feu le long de la ligne de contact et du risque réel d'une nouvelle escalade sur le terrain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.